Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Danaher, l'un des coachs Nogi du moment. Et je vais vous donner mon avis sur le fait de est-ce qu'il est surcoté ou sous-coté. Voilà, alors avec l'expérience que j'ai eue, hein, je suis juste allé 3-4 fois, j'étais 3-4 fois sur l'un de ses cours. Donc je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Parce que par rapport aux résultats qu'on voit en compétition, bien évidemment, c'est un bon coach. Mais je vais vous donner un petit peu mon avis sur le reste. Euh, Avant de commencer, n'oubliez pas, si vous êtes de passage sur Paris, vous pouvez venir au NR Fight Club. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur nrfight.com pour venir vous entraîner. Donc vous pourrez voir les plannings, les tarifs, vous pourrez prendre cours d'essai, etc. Tout se passe sur le site internet nrfight.com. Si vous voulez vous entraîner à distance avec nous, c'est fandecombat.com où vous avez plein de vidéos techniques donc en ligne. Les vidéos, l'intérêt de ces vidéos, c'est qu'elles durent au minimum 1h30 et en fait sur 1h30, donc de 1h30 jusqu'à 9h, ça nous permet en fait d'approfondir vraiment un sujet. Exemple, défendre la guillotine, passer la garde de l'Arriva, etc. Voilà, ça peut vous permettre de vous aider dans votre pratique et c'est le projet. Voilà, donc déjà, je vais vous donner donc mon avis sur Danaher. Alors bien évidemment, je suis qui pour pouvoir juger le travail d'un homme qui a un champion ADCC, qui a toute une équipe, on va dire, qui fait partie... il a plusieurs personnes de son équipe font partie vraiment du top 20, même du top 10, même du top 5, on va dire mondial en 100 kimono. Donc bien évidemment, c'est un très bon coach, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin et de voir un petit peu, je vais en fait vous expliquer un petit peu moi ce que j'ai vu sur son tatami, comment il enseigne, et puis voilà, puis peut-être que vous pourrez vous faire votre propre avis, puis je vous donnerai les miens à la fin. Du coup, je me suis entraîné 3 ou 4 fois avec lui. C'était 2-3 fois à New York et puis une fois à Austin récemment. Euh, à New York, il avait 2 créneaux par jour sur les tatamis. C'était un tôt le matin à 7h, il me semble, et un autre, c'était ou midi ou 14h, quelque chose comme ça. En fait, ça laissait vraiment le temps de se reposer entre les deux entraînements. Donc ça déjà c'était vraiment pas mal. Et puis à Austin c'est à peu près pareil, sauf que les horaires c'était pas les mêmes. Je crois qu'il y avait un entraînement, si, je crois que c'était à peu près pareil. Il y a un entraînement tôt le matin et un entraînement pareil à midi, il me semble. Parce qu'ils communiquent pas énormément dessus, mais voilà, moi quand j'y suis allé c'était entraînement à midi, il me semble, midi. Et, et voilà, donc ils font 2 entraînements par jour, ils s'entraînent quasiment tous les jours, voire tous les jours. Voilà, comment se passaient les cours? Donc déjà, il n'y a pas un seul cours que j'ai fait qui a commencé à l'heure. Ça commence toujours en retard. Je ne sais pas si c'est voulu ou pas. De ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ils demandent à ceux qui le souhaitent de s'échauffer avant, ou peut-être même pas. En tout cas, moi, quand je suis allé à New York, c'était un peu ce que j'avais ressenti, c'est que les mecs, ils venaient un peu en avance. Et puis voilà, ça s'échauffait un peu, chacun de son côté, ça discutait tranquillement, ça se mettait en condition. Et puis d'un seul coup, il arrive sur le tatami et le cours commence. Il commence avec quoi? Ces cours, à chaque fois que j'ai fait avec lui, ça se commence avec de la technique, c'est directement de la technique. Et la technique prend bien la moitié, voire plus que la moitié du cours. À New York, c'était sur 1 heure, alors 1 heure ou 1 heure et demie, je ne sais plus exactement. Si c'était sur 1 heure, on va dire qu'on a fait 40 minutes de technique et il y avait 20 minutes de sparring à thème et libre. Ça pareil, je vous en parle après. Et Austin, on a fait 1 heure de technique. J'avais l'impression que c'était un stage. Et alors, je ne sais pas s'ils font ça à chaque fois. J'ai pas fait une semaine, un mois, un an. Je ne sais pas s'ils font tout le temps ça. J'imagine que oui. Parce que comme je l'ai déjà dit, moi, dans tous les bons clubs de JJB, Gi, Nogi, lutte à livrer, c'est des clubs où on travaille beaucoup la technique. En fait, c'est moitié technique et moitié sparring. Alors là, pour le coup, c'est pas moitié sparring. Il fait pas beaucoup de sparring. Dans tous les cours que j'ai fait avec lui, c'est pas beaucoup de sparring. Euh,
Mais voilà, on en parlera juste après. Du coup, je finis juste sur les techniques. Au niveau des techniques, ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'en fait, c'est des techniques de situation actuelle du combat au sol. C'est vraiment des situations bien précises qu'on retrouve en combat, voilà, qui sont vraiment, c'est actuel. Et puis de toute façon, en quelque sorte, c'est un peu lui en ce moment qui dicte un peu ce qui se passe dans le monde niveau Nogi, qui dicte ou qui s'inspire, mais comment dire, en fait il va tellement, par exemple il y a un jeu qui est en train de se développer, bah, il va très vite le prendre, le peaufiner et l'enseigner à ses élèves qui vont le reproduire rapidement. Euh, et, je- et aujourd'hui ils arrivent à influencer une grande partie des pratiquants de combat au sol. D'où ce que je vais te dire, c'est que je vais commencer à répondre un peu à la question. Pour moi, il est sous-coté par rapport au fait qu'il a révolutionné le combat au sol sans kimono. Ah, pour moi, aujourd'hui, on ne le présente pas comme ça, mais je pense que bon, bah, si ça continue comme ça, et puis bon, plus tard, bah, quand il sera décédé, c'est peut-être à ce moment-là que les gens prendront vraiment l'ampleur du travail qu'il a fait, euh, tout comme Elio Gracie, la famille Gracie, qui, en fait, ils ont réussi à proposer un sport de combat pour monsieur et madame tout le monde. En fait, le sport, les techniques proposées, euh, elles sont pensées pour des gens qui sont légers, pas beaucoup de force, pas forcément souples. Et en fait, ils ont proposé un sport de combat pour tout le monde. Et chose qui est très rare en fait. Bah, quand vous regardez le judo, la lutte, la boxe anglaise, enfin la boxe thaï et tous ces sports-là, alors ça commence à être des sports un peu plus, on va dire, commerciaux. Euh, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était, bah, voilà, tu rentres et puis bah, si t'es dur, tu viens, tu t'entraînes, et puis bon, bah, tu vas ramasser pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis peut-être qu'un jour tu seras bon, quoi. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, et du coup, pour revenir sur Danaher, il a vraiment fait beaucoup de bien à notre milieu parce qu'il a apporté un jeu sans kimono qui est accessible à tout le monde. Et c'est quelque chose donc qu'on a vu en kimono, et donc on n'avait pas encore sans kimono. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusqu'à présent, ceux qui dominent le monde du combat au sol, c'est les Jujitsuka. Et en fait, les Jujitsuka proposaient leur jeu en kimono, ils le proposaient sans kimono. Comme ils dominent physiquement, expérience en compétition, qui sont beaucoup plus nombreux, alors c'était eux qui dictaient un petit peu ça, et puis bah, ça marchait en compétition. Mais aujourd'hui, le discours a vraiment changé. Aujourd'hui, les Jujitsuka eux-mêmes le disent, bah, si on veut gagner la DCC, si on veut être force en kimono, il faut faire de la lutte, il faut travailler les défenses de soumission, il faut travailler les soumissions, beaucoup plus qu'ils ne le font en JJB. D'accord? Alors encore une fois, il n'y a pas de problème, on peut discuter de plein de choses, JJB, lutte à livrer, grappling, voilà, on me critique un petit peu sur certaines choses que je peux dire, mais il n'y a pas de problème, on peut me critiquer, sauf qu'il faut avoir les arguments et puis il faut avoir aussi l'expérience et un peu, voilà, est-ce que vous êtes allé dans beaucoup de clubs de lutte à livrer pour voir vraiment, pour découvrir vraiment ce que c'était? Est-ce que vous êtes allé dans beaucoup de clubs de JJB pour voir vraiment comment, dans la plupart des clubs, le JJB était présenté? Et pareil pour la lutte à livrer, comment c'est enseigné en général. Et du coup, pour en revenir à Danaher, c'est que Danaher, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que moi j'avais l'impression d'être dans un club de lutte à livrer. Pourquoi? Parce que, je sais pas, peut-être 70% de ces enchaînements, ils se terminent sur une soumission. La plupart des techniques qu'il montre, elles se terminent sur une soumission. Alors qu'en JJB, en général, dans la culture, on va voir des renversements, des prises de dos, défendre la garde, ne pas. Enfin voilà, tout ça, ça va être plutôt axé autour de la garde, d'accord, l'enseignement, plutôt que d'aller chercher une clé de cheville, clé de talon, un triangle de bras, une guillotine, même un triangle de jambes, une clé de bras. Il y en a, d'accord, mais pas autant qu'on peut le voir sur des cours de lutte à livrer et pas autant que moi j'ai pu le voir dans les cours de Danaher. Et ça m'a beaucoup plus parlé, ces cours à lui, que les cours chez Marcelo Garcia.
sans dire que l'un ou l'autre est meilleur. C'est pas là la question. La question, c'est que je me suis beaucoup plus senti dans un club de lutte à livrer. Le style était pour moi un style de lutte à livrer. Et, et c'est pour ça que j'ai apprécié et que j'apprécie à chaque fois que je m'entraîne avec. Euh, donc je suis sur l'un de ces cours parce que ça me parle en fait, ça me parle vraiment. C'est vraiment du sans kimono, euh, comme moi on me l'a toujours enseigné quoi. Donc pour moi, il est sous-classé pour l'importance qu'il a euh, dans le développement mondial du nogi. Après, il est peut-être surclassé dans les yeux de certaines personnes par rapport à ah, c'est le meilleur coach mondial. Il est très compétent, il est très bon. Euh, mais voilà, il y a des petits trucs qui font que sur le tatami, c'est pas pour tout le monde et c'est pas pour un tout public. Et, et je pense que voilà, bon, le fait, je sais pas, moi ça me dérange pas, je suis pas quelqu'un de. Enfin, j'essaie de corriger ça, mais je suis pas quelqu'un de ponctuel. Donc ça me choque pas, mais je sais que ça peut choquer des gens. Peut-être en Europe, les Européens, on essaie d'être ponctuel. Donc ça peut être quelque chose qui peut être choquant. Le fait de ne pas avoir d'échauffement et de pas de mise en condition. Mais tout ça, c'est qu'il y a forcément des raisons parce qu'il a un objectif de performance et de gagner. Et je pense que pour moi, là où il a quand même compris beaucoup de choses, c'est qu'il se concentre surtout sur le contenu du cours. Sur le contenu et pas aller. Donc, comme on va travailler cette technique-là, en échauffement, je vais faire ça, puis après, je vais faire ci, puis machin, pour amener bien la technique. Non, je pense que lui se dit vraiment, la technique, c'est le plus important. Et, et ça permet d'éduquer le corps pour le sport. Mais je pense que face à un prof qui va proposer un cours vraiment complet, on va dire échauffement spécifique, euh, répétition technique, sparring spécifique, sparring libre, etc. Avec un peu plus, on va dire, euh, comme les coachs de lutte américains qu'on peut voir des fois, voilà, qui sont sur le côté, qui encouragent, qui crient et qui encouragent tout le monde. Aussi, ça c'est un truc là-bas qui, que j'ai remarqué, c'est que il va pas passer dans les rangs, c'est-à-dire vous avez répété la technique, il va pas passer vous corriger, il va corriger personne. En fait, il monte sa technique et puis il reste dans un coin et il regarde de loin. Et en fait, il va surtout dire bien ou pas bien à ses trois quatre compétiteurs. Chose que je comprends, c'est pas un jugement bien évidemment, chose que je comprends et parce qu'il a une optique vraiment de performance. Euh, et du coup, derrière, quand on passe après la technique, donc on passe sur des sparring à thème. Les sparring à thème, ce qui m'a fait plaisir, c'est que c'est des choses que je faisais au club quand j'enseignais à Paris. C'était, en fait, je pense que on a ce besoin de savoir sortir des positions euh, inférieures. C'est-à-dire contrôler en 100 kg, il faut que je sache sortir d'en dessous. Position montée, pareil, savoir sortir. Le dos, pareil, ça va sortir. Donc en fait, il fait travailler toutes ces positions-là à thème. Et, et en fait, quelqu'un qui n'a pas peur de se retrouver dans ces positions-là, bah, c'est quelqu'un qui va être normalement bon. D'accord. Et c'est pareil, c'est pas quelque chose que j'ai vu beaucoup dans des clubs de JJB. Club de JJB, c'est ce qu'on voit beaucoup. On le voit des fois dans le club de JB, mais ce qu'on voit le plus dans le club de JB, c'est un qui est au centre ou un qui est sur le dos et puis l'autre qui doit essayer de passer la garde. C'est beaucoup cette situation-là de défendre la garde, renversement, prise de dos et puis l'autre qui essaie de passer la garde ou peut-être de soumettre. C'est ce qu'on voit le plus, mais on ne voit pas souvent d'autres situations. On en voit, mais pas autant que la garde. Alors que là, Danner, c'est sur chaque cours, il fait des sparring à thème. C'est pas forcément en relation avec la technique de la semaine ou la technique qu'il a montré sur le cours. C'est voilà, le truc classique du combat, c'est la garde fermée, 100 kg, montée, ceinture arrière, et après c'est un libre. Voilà, c'était un peu ce qui s'est passé à chaque fois. Et, euh, et en fait, voilà, je pense qu'il met beaucoup d'importance sur voilà, c'est pas le genre de coach qui va être là à crier,
à encourager. Voilà, il va regarder les choses. C'est un truc qu'il a vu bien de ses élèves à lui. Bah voilà, good job, machin, good job, nice. Mais c'est tout quoi. Je trouve ça bien. Enfin, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Mais voilà, je pense qu'il fait partie du top 5 des coachs mondiaux. Mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur coach. Parce que c'est pareil, qu'est-ce qu'un coach, qu'est-ce qu'un bon coach? Est-ce que c'est celui qui veut à tout prix la performance, le podium, champion olympique, champion du monde? Ou est-ce que c'est celui qui, sur la quantité d'élèves qu'il a eu, combien d'élèves il a réussi à emmener à haut niveau et combien d'élèves il a réussi à donner une trajectoire de vie, un chemin pas que de compétition, mais peut-être aussi de, ok, il y a la compétition, il y a ta carrière, mais qu'est-ce qu'il va y avoir après? Avec quoi tu vas gagner ton argent? Et ça, je pense qu'aussi, c'est, pour moi en tout cas, je pense que c'est important en tant que coach de faire ça, je pense. Après, tous les coachs ne sont pas d'accord, mais moi je pense que c'est important quand même d'avoir ce côté-là aussi de coach et de donner des opportunités à ses élèves. Voilà. Je dis tout ça, je ne sais pas tout de ce qu'il fait au quotidien, je ne sais pas tout comment il gère ses cours sur l'année, mais de ce que j'ai vu, ça c'est mon avis. Donc je pense qu'il est sous-classé par rapport à l'importance. Les gens ne se rendent pas compte du bien qu'il a fait au nogi et que c'est vraiment maintenant un sport à part, que c'est plus du kimono. C'est un sport vraiment à part. Et après, je suis pas sûr que ce soit le meilleur coach. Par contre, ouais, c'est sûr, il fait partie des meilleurs coachs mondiaux. Voilà, avec, je pense notamment à Melky Galvao, le père de Mika Galvao. Bon, on a l'équipe quand même Athos. On a les frères Mendes. Voilà, on a quand même un bon paquet de personnes. Et puis, on en a d'autres aussi qui communiquent un peu moins. On a aussi Lloyd Irving aussi, je pense, qui fait un très gros travail. On a vraiment... Il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde. Même, je pense, voilà, on peut dire qu'il est dans le top 10. Parce qu'un dernier truc avant de terminer ma vidéo, c'est qu'il faut prendre conscience qu'un coach, il peut montrer son talent. Donc, il va montrer son talent à travers ses élèves. Mais s'il n'avait pas Gordon Ryan, peut-être qu'il n'aurait pas de champion ADCC, peut-être qu'il n'aurait pas de champion ADCC catégorie et absolute. Voilà, bien évidemment, c'est un très bon coach, mais il a eu la chance de pouvoir rencontrer Gordon Ryan, de pouvoir avoir Georges Saint-Pierre qui vient s'entraîner chez lui. Alors la chance ou pas, voilà, peut-être Georges Saint-Pierre, il est venu, il s'est entraîné avec lui, il a vu le talent, un coach extraordinaire, et il est resté avec lui. Mais il a eu aussi cette opportunité de pouvoir enseigner chez Renzo Gracie à New York, Manhattan, d'accord, c'est comme peut-être Paris. Paris, c'est central, il y en a beaucoup qui viennent à Paris, c'est une ville qui attire, donc forcément il y a du passage. Il y a plus de passages peut-être que dans une autre ville française, peu importe laquelle, il y aura plus de passages à Paris que dans une autre ville. Là c'est pareil, New York, Manhattan, le club il est en plein milieu de Manhattan, c'est un grand club avec plusieurs tatamis et avec un grand tatami, et il y a du passage. Et puis en plus, Renzo il a un nom. Donc voilà, ça ramenait du monde. Donc il avait aussi cette chance-là de pouvoir avoir plus de chances que son talent soit sublimé à travers des combattants, quoi. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu plus long que prévu. J'espérais faire 10 minutes, mais ça a été le double. Voilà. Partagez avec moi votre avis aussi, ça m'intéresse. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez un peu de tout ça. Et puis, pour ma part, on se voit dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!